Alors, les DSSR, droits et santé sexuelle et reproductive. La santé sexuelle et reproductive est un état de complet bien-être physique, mental, social de la personne humaine en ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement. Cela implique la capacité d'avoir une sexualité satisfaisante et sûre. Et bien sûr, la capacité de pouvoir décider si oui ou non l'on veut avoir des enfants, quand on veut l'avoir, avec qui et comment. Les droits en santé sexuelle et reproductive englobent donc les droits qui garantissent à la personne humaine la capacité de disposer de son corps et de prendre les décisions en ce qui concerne sa sexualité et la procréation. Dans ces grands ensembles de droits en santé sexuelle et reproductive, vous retrouverez des composantes comme le droit à l'accès et à l'information sur la sexualité. Vous retrouverez les questions de contraception, les questions de prévention et de prise en charge des violences basées sur le genre, les questions de prise en charge des cancers gynécologiques ou cancers génitaux, les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH-Sida, tout ce qui concerne la maternité, la néonatalité et bien évidemment l'infertilité. Ok, merci beaucoup. Je pense que la Côte d'Ivoire a eu à faire d'importants progrès en ce qui concerne les DSSR, à l'instar des autres pays d'Afrique de l'Ouest francophone. Mais il faut dire que ces progrès restent parsemés ou restent ralentis par de nombreux défis, surtout en ce qui concerne les jeunes et les femmes. La population ivoirienne est une population majoritairement jeune. On estime que jusqu'au tiers de la population représente des adolescentes, les adolescents et les jeunes, et que jusqu'aux trois quarts de la population a moins de 35 ans. Aujourd'hui, la population fait face à des défis en termes d'accès à l'information sur la sexualité. Le corollaire ou l'implication, c'est ce que nous observons comme taux alarmant de grossesse non intentionnelle. Grossesse non intentionnelle dont la face la plus frappante constitue les grossesses en milieu scolaire. Je pense qu'il n'y a pas ce mois où les médias ne reviennent pas en nous alarmant sur les statistiques, les taux élevés de grossesse précoce et de grossesse en milieu scolaire. L'autre face qui illustre la situation, c'est le recours alarmant aux avortements à risque. Cela montre que même si des efforts ont été faits, il reste à faire pour atteindre quand même les meilleurs indicateurs de bien-être de la femme. Un point de vue global de la situation des DSSR en Côte d'Ivoire nous emmène également à jeter un coup d'œil sur les taux de prévalence contraceptive. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand les chiffres qui me viennent à l'esprit sont ceux de PMA 2022, où on estime que le taux de prévalence contraceptive moderne est autour de 27%, alors que les besoins non satisfaits sont encore très élevés. Les besoins non satisfaits représentent des personnes qui n'ont pas envie de tomber enceinte, mais qui n'utilisent pas de méthode contraceptive. Ces besoins non satisfaits qui restent élevés nous rappellent ou nous interpellent sur les défis liés à l'accès aux services contraceptifs et à tout ce qui est services de santé maternelle. Déjà, je vais revenir sur les défis et nous allons essayer de les catégoriser. Il y a certains défis qui sont liés à la personne. Et ces défis, le plus souvent, ce qui revient, c'est le faible accès à l'information en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. Faible accès à l'information, mais surtout faible accès à la bonne information. Parce que l'information est la denrée la plus partagée aujourd'hui, mais la bonne information peut se faire très rare.
Donc, en termes de défis au niveau individuel, nous avons la difficulté d'accès à la bonne information. Nous avons également les difficultés à prendre des décisions. Nous sommes dans des contextes ou dans des sociétés où la capacité des jeunes personnes, la capacité des femmes à prendre des décisions qui concernent leur vie est souvent remise en cause. Cela fait que l'individu, même quand elle dispose de l'information, elle peut avoir du mal à prendre les décisions, mettre en œuvre les décisions qu'il ou qu'elle est en train de prendre. En dehors des facteurs liés à l'individu qui constituent des défis, nous avons les facteurs liés à la communauté, au milieu dans lequel nous sommes. Vous n'êtes pas sans savoir que la question de la sexualité est un tabou sous nos cieux, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans bien d'autres pays. La sexualité est considérée comme un tabou, est considérée comme un instrument de procréation. Cela fait qu'il y a beaucoup de normes, beaucoup de stigmas qui entourent la question de la sexualité. Et toute cette stigmatisation empêche réellement d'adresser la question. Toute cette stigmatisation peut empêcher les personnes de jouir pleinement de leurs droits en santé sexuelle et reproductive. Et il y a bien des études qui ont montré que même quand ces services sont disponibles, le stigma, les normes sociales, la discrimination, les préjugés qui entourent les questions empêchent les personnes de pouvoir en bénéficier. Ensuite, nous avons les défis liés au système. Les défis liés au système, le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'accessibilité. L'accessibilité aussi bien d'un point de vue géographique que financier. Généralement, quand on parle de l'accessibilité financière des services, on pense au coût même du service. Mais ce n'est pas uniquement le coût du service qui compte, des dépenses connexes peuvent s'ajouter. Si par exemple, je dois dépenser un transport élevé pour avoir un service de santé sexuelle et reproductive, d'un point de vue financier, même si le service est gratuit, l'accessibilité financière peut ne pas être ce qui se doit. Donc, nous avons des problèmes d'accessibilité, nous avons même des problèmes de disponibilité des services de façon intégrée. Dans le meilleur des mondes, l'idéal, c'est d'avoir des services intégrés. Mais nous ne sommes pas encore totalement à ce niveau, même si des efforts sont faits, où nous avons des sites d'offres de services intégrés. L'autre revers ou l'autre défi reste la qualité des services. Et quand je parle de qualité des services, je vois les ressources humaines qualifiées et compétentes. Je pense que la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui a fait beaucoup d'efforts en termes de délégation des tâches ou de partage des tâches en matière de santé sexuelle et reproductive, où les ressources humaines en santé peuvent, en fonction de leurs compétences, offrir les services. Donc, ce n'est pas forcément le médecin ou le gynécologue qui doit offrir tous les services. Mais malgré cette délégation des tâches, on note quand même une insuffisance en ressources humaines qualifiées au dernier kilomètre. Quand je parle également de la qualité des services, ce sont des services qui sont réellement adaptés aux personnes qui sont sans stigmatisation ou sans discrimination. C'est vrai que des efforts sont faits, mais cela reste toujours à faire sur ce plan. Et toujours en ce qui concerne les défis systémiques, nous avons le cadre légal, le cadre normatif, qui forcément n'offre pas toutes les garanties aux personnes jeunes ou aux femmes. Et tous ces défis sont exacerbés quand nous allons vers les milieux ruraux. Nous savons que le taux de couverture en structure hospitalière est quand même élevé en Côte d'Ivoire, mais on n'a pas encore atteint les 100%. Les milieux ruraux sont les milieux où accéder aux services peut encore être un peu difficile. Les milieux ruraux sont des milieux où nous allons retrouver les normes sociales qui sont beaucoup plus ancrées. Donc la stigmatisation peut être beaucoup plus grande. Et en dernier ressort, les milieux ruraux sont des milieux où les personnes peuvent être vulnérables économiquement. Donc cela peut accroître la difficulté à accéder aux services. Il faut dire que la question de l'éducation sexuelle complète, c'est une question qui souvent déchaîne des passions. Généralement, les personnes ont l'impression que l'éducation sexuelle complète est venue dernièrement. Alors que même quand on remonte dans les racines du programme éducatif de la Côte d'Ivoire, on va se rendre compte que l'éducation sexuelle complète puise sa source dans les programmes d'éducation à la vie familiale qui existaient depuis.
Et ce sont des programmes qui permettent à l'individu de pouvoir disposer des compétences, des connaissances et des aptitudes de vie courante pour connaître son corps et faire les choix les plus appropriés sur sa vie. J'ai coutume ou j'ai tendance à dire que knowledge is power. Le savoir est le pouvoir. Et l'éducation complète à la sexualité permet aux personnes de détenir ce pouvoir, de détenir ce savoir, de détenir ces connaissances qui leur permettent de faire des choix éclairés. Et ce qui est très bien, c'est que les programmes d'éducation sexuelle complète ont été conçus de façon très stricte avec des connaissances qui sont adaptées à l'âge. C'est dire qu'un accès à une éducation sexuelle complète permet de savoir comment prévenir, comment éviter les grossesses non intentionnelles ou les grossesses non désirées, permet de pouvoir éviter les infections sexuellement transmissibles, permet de savoir quelle est la conduite à tenir en cas de grossesse non désirée. Donc, on peut dire que sans éducation sexuelle complète, l'individu ou la personne peut avoir du mal à jouir d'une parfaite santé sexuelle et reproductive, peut avoir du mal à connaître ses droits et donc peut avoir du mal à en jouir. Voilà. Alors, les facteurs culturels, je pense qu'on a commencé à en citer, c'est le tabou qui entoure la question de la sexualité. Jusqu'aujourd'hui, dans nos sociétés, parler de la sexualité est encore gênant. Même dans les relations parents-enfants, on continue de noter une certaine gêne. C'est tout à fait normal, c'est culturel. Et cette gêne, ce tabou qui entoure la question de la sexualité est un facteur qui empêche de pouvoir pleinement aborder les questions de DSSR. À côté de ce tabou, nous avons la stigmatisation ou la discrimination qui entoure les questions de DSSR. Les facteurs économiques. Vous savez, nous avons tout à l'heure parlé de l'accessibilité, du coût des services, du coût de revient global des services, ou des personnes qui vivent dans une précarité, qui vivent dans des situations économiques difficiles, peuvent avoir du mal à se rendre vers les services, même si ces services sont disponibles de façon gratuite. Sur la question des facteurs économiques, j'aime à dire que c'est une relation de aller et retour. La précarité économique peut constituer un frein à la jouissance des services de santé sexuelle et reproductive. De la même façon, la difficulté d'accéder aux services peut exacerber la précarité économique. Parce que je suppose, une grossesse en milieu scolaire peut être facteur de déperdition scolaire. Une grossesse en apprentissage peut compromettre la capacité de la personne à assumer son autonomisation sur le plan économique. Les facteurs politiques. Je pense que c'est tout ce qui entoure le cadre normatif sur les questions de DSSR. Si nous n'avons pas des cadres légaux qui protègent les personnes, qui leur garantissent une pleine jouissance des droits en santé sexuelle et reproductive, nous pouvons assister à des abus, nous pouvons assister à une négation de la jouissance de ce droit de la part des prestataires, de la part du système, de la part d'autres acteurs ou d'autres actrices. Je dirais que des efforts ont été faits, mais la législation en soi n'est pas encore totalement robuste pour protéger les droits des femmes et des filles. Je prends un exemple tout simple. Depuis le début des années 2000, l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest francophone, compte tenu de la priorisation qui est faite des questions de santé sexuelle et reproductive, ont décidé d'élaborer des lois sur la santé de la reproduction qui garantissent, qui confirment, qui stipulent que les personnes doivent avoir accès aux services de santé reproductive et ce qu'on y met. À ce jour, la Côte d'Ivoire reste le pays qui traîne
un peu les pas. Donc, dans la région de l'Afrique de l'Ouest francophone, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est ce pays qui n'a pas encore une loi spécifique sur la question de la santé de la reproduction. Alors que quand vous observez l'ensemble des lois types sur la santé de la reproduction dans la région, ce sont des lois qui affirment que les questions de santé sexuelle et reproductive sont des droits de l'individu, que ce sont des droits dont les personnes peuvent bénéficier sans distinction de sexe, d'âge, sans distinction de critères sociaux, économiques. Ce sont également dans les lois sur la santé sexuelle et reproductive, ce sont des lois qui affirment l'importance pour les personnes d'accéder aux services de planification familiale. Ce sont des lois qui abordent la question de l'avortement. Ce sont des lois qui abordent les questions de santé génésique et bien d'autres aspects. Dire que nous n'avons pas encore en Côte d'Ivoire une loi type sur la santé de la reproduction, c'est que nous manquons une opportunité pour garantir l'accès à ces droits. Quand je prends également la question, par exemple, de l'accès aux services d'avortement, nous ne sommes pas sans savoir que l'avortement clandestin ou l'avortement à risque se pratique dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Et les avortements à risque sont la résultante de 3 facteurs, ou peuvent être la résultante de 3 facteurs. Un défaut d'information, donc il y a eu un problème au niveau de l'éducation complète à la sexualité peut-être. Il y a peut-être eu un problème au niveau de l'accès ou de l'efficacité de la contraception. Il y a peut-être eu manque de possibilités pour la personne d'accéder à des services sécurisés. Et cela fait que les avortements à risque, comme je le disais, constituent l'une des principales causes de décès maternels dans le pays. Pourtant, aujourd'hui, la législation reste très restrictive ou reste restrictive sur cette question. C'est vrai que nous avons eu une modification du code pénal l'année passée qui élargit un tant soit peu les conditions d'accès aux services d'avortement en cas de viol, en cas d'inceste ou lorsque la santé mentale ou physique de la mère est mise en danger. Mais entre cette loi, entre le code pénal et l'accessibilité réelle aux services, il y a un gap. Donc, je pense que la législation n'est pas encore suffisamment robuste pour favoriser l'accès ou la pleine jouissance des droits en santé sexuelle et reproductive. Ayons quand même à l'esprit que même quand la législation sera robuste, il restera des efforts à faire pour concrétiser même cette législation. Je pense que le ministère de la Santé ou les structures publiques font des efforts pour contribuer à l'accessibilité aux services. La Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres pays du partenariat de Ouagadougou, ont eu à prendre des engagements sur les questions de planification familiale, par exemple. Et nous savons que le ministère, les partenaires techniques font des efforts pour pouvoir tenir ces engagements qui ont été pris. Le ministère joue également un rôle important dans la coordination des différents acteurs, des différentes parties prenantes qui interviennent sur la question. Le ministère également essaie quand même d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques pour permettre quand même l'accès à l'éducation sexuelle, pour permettre l'accès aux services de planification familiale, pour permettre l'accès à la maternité sans risque, pour permettre de réduire également l'infertilité. L'autre chose qu'il faut soulever comme effort quand même que le ministère fait, c'est la formation des prestataires de santé, la formation des ressources humaines en santé. C'est également le renforcement du plateau technique et de la couverture du territoire en termes de ressources humaines compétentes. Je pense que ce sont des efforts que le gouvernement fait et vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement, il y a eu un arrêté qui a été pris
pour instaurer la gratuité des services de santé reproductive et de planification familiale en Côte d'Ivoire, avec un accroissement du financement mis à disposition par l'État. Donc, je pense que ce sont des efforts, même si beaucoup reste à faire. Je vais éviter de citer des programmes pour ne pas faire des jaloux, parce qu'il y a beaucoup de programmes qui ont fait leur preuve avec des résultats concrets, qu'il s'agisse de programmes conduits par les partenaires techniques et financiers, par la société civile ou par le gouvernement. Mais je vais revenir peut-être sur un ou deux programmes assez rapidement, un ou deux programmes qui quand même portent des fruits, même si des défis existent. Nous avons les services de santé scolaire et universitaires adolescents et jeunes, les SSUSH, qui quand même sont assez disponibles sur l'étendue du territoire national, qui essaient d'être proches des adolescents et jeunes, de leur garantir une large gamme de services, de leur garantir l'information. Donc, c'est un programme qui, quand même, dont la mise en œuvre en Côte d'Ivoire sert d'exemple dans plusieurs pays de la région. C'est vrai qu'il y a des études qui ont été montrées qui montrent qu'il y a peut-être des défis qui subsistent, quelques insuffisances au niveau de ce programme, mais je pense que c'est un programme qui porte des fruits concrets. Je vais également prendre l'exemple des programmes qui visent à intégrer les services. Des programmes qui intègrent à la fois les services de violence basés sur le genre, des services d'éducation ou d'information sur la santé sexuelle et reproductive, des services de planification familiale, des services d'avortement, des services de prise en charge des cancers gynécologiques. Donc, l'intégration des services, les programmes d'intégration de services sont des programmes qui portent leurs fruits. Je ne vais pas citer les nombreux programmes réussis par les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers, pour ne pas oublier d'en citer. Je pense qu'il est impérieux et important de renforcer l'éducation sexuelle complète. À ce niveau, les partis institutionnels ou étatiques ont un grand rôle à jouer. Les partenaires techniques et financiers et la société civile qui soutiennent ces programmes ont également un rôle à jouer. Des efforts sont faits, mais il faut renforcer la disponibilité de l'information, la disponibilité des programmes d'éducation sexuelle complète, même au dernier kilomètre. Il faut également contribuer à réduire la stigmatisation ou la discrimination ou le tabou qui entoure les questions de santé sexuelle et reproductive. Tant que le tabou, tant que la stigmatisation ou tant que la discrimination vont persister, on aura du mal à adresser ces questions de façon très profonde et à avoir des résultats. Nous pensons également qu'il faut améliorer l'accessibilité aux services, surtout dans les milieux ruraux. Donc l'accessibilité géographique, l'accessibilité en termes de coûts. Nous pensons également qu'il y a un travail à faire, à poursuivre ou à renforcer en termes de qualité des services. Quand je parle de qualité de service, je parle de services qui ne sont pas stigmatisants, des services qui sont adaptés aux besoins des jeunes et des femmes, des services qui sont centrés sur les jeunes et les femmes, des services où on se rassure à chaque fois que ces services sont bénéfiques pour les jeunes et les femmes. Je pense également qu'il faut renforcer les efforts en termes d'intégration des services, de sorte à ce que, je pense que la santé sexuelle et reproductive est complète, elle est une. Il n'y a pas une santé sexuelle et reproductive qui prend en compte uniquement la planification familiale, qui oublie l'éducation sexuelle ou qui oublie les questions d'avortement ou qui oublie les questions de cancer gynécologique. Donc, pouvoir réellement renforcer l'intégration de ces services, de sorte à ce que les services soient disponibles en un vrai paquet, en un vrai bloc, en des points d'entrée, qu'à chaque point d'entrée, on puisse avoir la globalité de ces services. Nous pensons également qu'il y a des efforts à faire en termes de
ressources domestiques ou en termes de financement domestique des services de santé sexuelle et reproductive. Nous sommes dans un contexte géopolitique où les financements extérieurs vont commencer de plus en plus à se réduire sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Et il est important que nos politiques puissent prendre en compte comment nous arrivons à mobiliser des ressources domestiques pour la question. Comment nous arrivons à mettre ces questions de façon plus visible dans l'agenda politique. Et sur le plan normatif ou sur le plan des lois, nous pensons qu'il est impérieux pour la Côte d'Ivoire d'avoir une loi sur la santé sexuelle et reproductive, une loi qui tienne réellement compte des besoins des femmes et des filles, une loi qui soit réellement dans une approche quand même progressiste et une loi qui se matérialise sur le terrain par tout ce qui va favoriser l'accessibilité aux services. Les DSSR sont un enjeu majeur pour la santé et le bien-être des populations, en particulier des jeunes et des femmes. Si des avancées ont été réalisées, de nombreux défis restent à relever, notamment en matière d'éducation, d'accessibilité aux soins et de cadre législatif. Il est essentiel que tous les acteurs, États, société civile et citoyens, se mobilisent pour garantir ces droits fondamentaux. Merci d'avoir suivi cet épisode et nous espérons qu'il vous aura permis d'avoir une meilleure compréhension des droits à la santé sexuelle et reproductive.